MCF en art du spectacle vivant au département théâtre et spectacle vivant de l'université Paul Valéry Montpellier 3. Alors par rapport à ce que disait Jean tout à l'heure, rassurez-vous les étudiants, la situation des activités physiques et sportives dans les départements d'art est probablement inversement proportionnelle à celle des arts dans les copies dont il parlait tout à l'heure. Je vais vous parler de l'EPJD. EPJD, c'est l'acronyme d'éducation par le jeu dramatique, nom d'un groupement créé en 1946 par des personnalités du théâtre, notamment Jean Vilar, Jean-Louis Barrault, Roger Blin, mais aussi des personnalités sportives à l'image de Jean-Marie Conti. L'EPJD se proposait de mener les élèves à la maîtrise de soi pour leur création personnelle. Yves Laurel, ancien de l'EPJD, ancien professeur de Paris 8 aussi, lui a consacré un ouvrage intitulé Dulin Barrault, l'éducation dramatique en mouvement. Christiane Page a aussi écrit plusieurs articles à son propos. Dans cette communication, j'emploierai cet acronyme pour éducation physique par le jeu dramatique. Substituer éducation physique par le jeu dramatique à éducation par le jeu dramatique n'est pas totalement fantaisiste, dans la mesure où pour Léon Chancerelle et les réformateurs du théâtre français, je cite, « Il est nécessaire de placer l'habileté corporelle chez les enfants, puisque l'art dramatique est action en mouvement. Il exige une certaine assurance physique et la faculté d'exprimer par le geste. La base de l'EPJD est ce que Chancerelle nommait la gymnastique dramatique. » J'ai parlé de tradition car l'EPJD s'inscrit dans une filiation française de l'éducation corporelle au théâtre qui a été initiée par Jacques Copeau en 1921 à l'école du Vieux Colombier sous le nom d'expérience du corps humain au théâtre. Elle trouvera un ancrage fort en 1956 à la fondation de l'école internationale de théâtre Jacques Lecoq à Paris et se poursuivrait jusqu'aujourd'hui à travers l'œuvre de Ariane Nouchkine. Du moins, pourrait-on l'envisager, d'après Guy Frex dans son ouvrage « La filiation Copeau-Lecoq-Nouchkine, une lignée du jeu de l'acteur ». Cependant, les historiens du théâtre considèrent que la vision de Jacques Copeau s'incarne pleinement avec les travaux de Léon Chancerelle, débutés en 1928 dans le scoutisme. Trois ouvrages de l'époque sont consacrés à sa pédagogie. Ils sont publiés en 1936, 1939 et 1941. Le premier, en 1936, est rédigé par deux élèves de Chancerelle, Hélène Charbonnier et Anne-Marie Saussois, sous le titre « Les Jeux dramatiques ». Le second ouvrage est publié en 1939 par Chancerelle lui-même. Il est intitulé « Manuel d'art dramatique scout rédigé à l'usage des armées », le troisième en 1941, Le théâtre et la jeunesse. Les deux ouvrages de 1936 et 1941 ont fait l'objet de quelques études, mais une seule chercheuse, Christiane Page, dans son ouvrage « Pratique théâtrale dans l'éducation en France au XXe siècle, aliénation ou émancipation », s'est vraiment intéressée aux aspects qui relèvent de l'éducation du corps. Toutefois, son étude de l'éducation corporelle pourrait être biaisée par son analyse de la dimension idéologique de l'œuvre de Chancerelle qu'elle ne distingue pas de sa technologie des exercices. Je ne m'étendrai pas dessus à l'oral, mais en conséquence, son examen de la technologie des exercices mis en œuvre par Chancerelle reste en surface. Sa contribution à l'histoire de la pédagogie théâtrale ne permet pas de saisir l'intérêt qu'avait celle de Chancerelle pour l'époque, ni si elle s'inscrit dans une tradition du corps ou si elle innove au point de vue technologie des exercices par rapport aux travaux menés en éducation physique, notamment en hébertisme. Or, l'intérêt que je porte à la pédagogie de Chancerelle se trouve là, justement, pour essayer d'historiciser l'expérience du corps humain au théâtre en France. Qu'en est-il au point de vue corps dans l'œuvre pédagogique de Chancerelle ? Et pour apporter des premiers éléments de réponse, je tente de m'appuyer sur une analyse descriptive des références au corps dans ces trois ouvrages, en particulier celui de 1936, dans la mesure où celui de 1941 en fait est un prolongement, voire une forme d'édition augmentée de l'ouvrage de 1936. Je laisse aussi de côté le manuel d'art dramatique scout rédigé à l'usage des armées, qui est en fait un ouvrage qui est surtout intéressant au point de vue idéologique.
et du point de vue de la spiritualité catholique de Chancerelle. Au fil de la lecture de ces ouvrages, nous pouvons être marqués par l'abondance des sources épistémologiques de Chancerelle. Les 3 premières sont peu surprenantes du point de vue scoutisme, éducation nouvelle et éducation du corps, Baden-Powell, Adolphe Ferrière et Georges Hébert, dont le nom de Hébert ne sera cité par Chancerelle qu'en 1941. Les autres sont plus surprenantes du point de vue histoire de l'éducation physique, mais pas du point de vue de l'histoire du théâtre. Je ne les ai pas toutes listées. Je donne juste quelques exemples. Parmi les principales, pour l'école anglophone, Charlie Chaplin, Edward Gordon Craig. Pour l'école russe, Nikolai Evrainov, Constantin Stanislavski. Pour l'école française, évidemment, Molière, Beaumarchais, Jacques Copeau, Charles Dulin, Jacques Cocteau, Louis Jouvet, etc. On trouve également des références aux clowns musicaux, au théâtre no-japonais, aux personnages de la Commedia dell'arte, Pierrot, Polichinelle, Harlequin, évidemment à la littérature de Eschyle à André Aubet. Le contenu de l'ouvrage Les jeux dramatiques est structuré en 6 chapitres, habileté corporelle et habileté vocale, observer et reproduire, activité collective, sens de la communication et composition, mise en œuvre, réalisation, atmosphère de travail, composition, mise en scène, costume, grand jeu public, expériences diverses et fête des louveteaux. L'introduction est écrite par Chancerelle, qui pose cette proposition pour le PJD. Cela se fait entre soi pour le bien de son corps et de son âme, pour une connaissance plus grande de soi-même et du groupe auquel on appartient, et non en vue d'obtenir les applaudissements d'un public venu de l'extérieur. L'argument sera semblable en 1941. Il s'agit d'œuvrer à la rénovation de l'art dramatique contre le commerce, l'histrionisme, le manque d'air, l'encombrement, la poussière, le relâchement, la routine, la médiocrité spirituelle et formelle. Cette rénovation s'inscrit dans une critique d'une éducation classique à l'art dramatique, telle qu'on l'imagine toujours livresque. En effet, d'après Chancerelle, je cite, « Il y a le danger d'abord de se laisser emporter par le côté intellectuel de la chose aux dépens du côté corporel, du côté sportif du jeu. Il ne faut pas laisser le verbalisme prendre le pas sur l'action corporelle. » Sur ce Grimm Arrest, le premier biographe de Molière, nommé heureusement l'éloquence du corps. De même, en 1941, Chancerelle opposera sa méthode au procédé employé dans le cadre professionnel, le conservatoire, les cours privés, où l'on donne le pas à l'expression verbale sur l'expression corporelle, au mot sur le sentiment humain. Dans ce cadre, l'éducateur est un maître ou une figure passée par l'expérience corporelle. Il écrit « Les maîtres, avant d'engager leurs élèves dans cette voie, devront s'être eux-mêmes mis à l'école du corps pour acquérir non seulement avec leur cerveau, mais aussi avec leur corps, les connaissances élémentaires indispensables. Le but du maître est, je cite, la formation spirituelle et physique de l'enfant, l'harmonieux développement de ses dons. » Si en 1936, Chancerelle ne fait pas encore mention à l'hébertisme, en 1941, la figure du maître est explicitement hébertiste. Gymnastique d'abord, mais pas n'importe quelle gymnastique, une gymnastique orientée vers l'expression dramatique. La méthode naturelle d'Hébert est celle qui se rapproche le plus de celle que nous préconisons. Un bon moniteur d'hébertisme qui aurait suivi notre enseignement ou simplement lu et médité ce petit ouvrage deviendrait vite un excellent auxiliaire de l'éducateur dramatique. Ces exercices de gymnastique, il importe de les rendre attrayants en faisant appel à l'imagination de l'enfant, en les dramatisant. L'ouvrage est un manuel pédagogique. Il explicite comment exécuter, apprendre cette discipline, ces exercices et les présenter aux enfants. À la base, les habiletés corporelles et vocales, leur enseignement est subdivisé en exercices qui recherchent le développement des qualités physiques suivantes. L'équilibre, la souplesse, la rapidité et les réflexes, la légèreté et l'adresse, le sens du rythme. Celle-ci s'acquiert par des exercices qui évoqueraient d'une part la gymnastique suédoise, d'autre part l'éducation physique par la méthode naturelle et enfin la gymnastique rythmique d'Émile Jacques Dalcroze. Aucun rapport avec Irène Popard, d'après ce que j'ai lu, en tout cas chez Chancerelle. Viennent ensuite plus spécifiquement des exercices de marche dansée et de danse agrémentée d'exercices divers. L'éducation physique par le jeu dramatique est aussi une éducation qui cherche globalement et au point de vue mental
un état de bien-être, de détente nécessaire à toute création dramatique. Alors j'ai nommé la gymnastique suédoise sans qu'elle soit mentionnée dans les jeux dramatiques. Son influence m'a semblé explicite dans les exercices d'équilibre et de souplesse, par l'importance d'exercices correctifs de l'attitude, par l'alignement corporel recherché et le redressement du buste. Cependant, des notions employées ne semblent pas typiquement correspondre à ce système, celle d'obstacle par exemple. L'un des exercices consiste à passer sous des obstacles, dans des cerceaux, entre des pieds de table, sous les jambes de camarades, etc. Si l'importance des obstacles pourrait faire penser à l'hébertisme, celui-ci n'est pas non plus nommé dans ce premier ouvrage. La rapidité et les réflexes s'acquièrent par des relais et des courses diverses, au sifflet par exemple, où vous connaissez ces exercices. À un coup, on fait un saut, à 2 coups, on reste immobile, à 3 coups, on fait un grand pas, etc. Quand on se trompe, on retourne en arrière ou d'autres conventions. La légèreté et l'adresse se travaillent par des sauts, jeux de balles et jonglage, avec objets de forme irrégulière et de poids variés. Mais c'est avec le sens du rythme qu'apparaîtrait, je cite, la première contrainte artistique. Le mot contrainte est des élèves de Chancerelle. Je cite, « Il faut que le corps apprenne aussi à obéir à un rythme imposé extérieurement. Première contrainte artistique, première habitude à faire contracter à l'enfant, elle devra imprégner tout le système ultérieur. » La danse se substitue à la rythmique dalcrozienne et introduit la notion d'imitation qui fait glisser de l'éducation physique à l'éducation physique par le jeu dramatique. Ronde, danse de jungle, combinaison de marches diverses guidées par un sentiment ou une imitation, danse du serpent Ka, marche emboîtée et oscillée, rythmée par sifflement, danse de l'ours Balou, rythmée par la récitation de la loi des louveteaux, danse de la mort du tigre Shere Khan, rythmée par un air simple et des cris. La dramatisation de l'exercice physique ou l'inscription des actions dans des séquences narratives sert à stimuler par l'imaginaire le goût pour l'effort, notamment aux enfants de plus faible constitution. Je cite, « Exercer son corps n'est pas en soi une chose rebutante. La généralité des enfants désire et aime le faire. Ceux qui répugnent aux exercices physiques sont des enfants de constitution faible qui se fatiguent rapidement. » L'éducation physique par le jeu dramatique s'appuie alors sur des exercices corporels, dits excessivement simples et naturels, rien d'acrobatique. Des exercices d'équilibre deviennent simplement faire l'oiseau ou l'avion. De petits sauts sur place d'un pied sur l'autre sont transformés en une promenade à bicyclette dont on vit les divers épisodes. Rien de très original ici, de tels exercices étaient déjà décrits par Hébert à partir de 1907 dans la revue L'Éducation physique. L'originalité de l'EPJD s'affirme peut-être à travers des exercices d'observation et de reproduction où vont jouer les notions d'imitation, de transposition de la réalité et d'expression des sentiments. L'enjeu est que l'enfant parvienne à réaliser dans le concret des notions abstraites, qu'il prenne contact avec le monde par l'intermédiaire de l'imagination, qu'il aiguille son corps, son esprit d'observation, son sens social et son expression en vue de la création. L'imitation porte sur les types humains, par exemple personnes âgées, enfants, les métiers, mendiantes, bûcherons, des objets, arbres, plantes, bateaux, meubles. D'après Chancerelle, il s'agit que les enfants incorporent ce qu'ils observent, qu'ils éprouvent la joie de mieux pénétrer ce qu'ils observent, de devenir ce qu'ils observent, pour en rendre l'impression éloquemment avec leur corps. Ces exercices sont exécutés physiquement avec accompagnement sonore, bruit de rue, bruit des métiers, grommelot. Par le PJD, l'hébertisme avance là sur des objets qui lui étaient auparavant étrangers, les organes de la phonation par exemple, la voix. Je cite, « Le corps ainsi préparé en vue de l'expression dramatique, on y préparera la voix. Là encore, on s'en tiendra à quelque chose qui, dans ce domaine, se rapprochera le plus possible de la méthode naturelle d'Hébert. » Les autrices, les élèves de Chancerelle, tiennent compte de l'impossibilité d'imiter dramatiquement une action réelle, telle qu'elle est produite, dans la mesure où il manque toujours un élément de l'acte imité. Si vous imitez un faucheur, il manque la faux et la résistance du blé. À un personnage, il manquera son âge réel, son apparence, la complexité de son caractère. Le manque de l'accessoire, du milieu, etc. va alors être compensé par l'exagération dramatique du geste. L'imitation se distingue de la reproduction ou de la transposition de la réalité dans la mesure où celle-ci demanderait un effort plus personnel et intime, je cite, comme toute œuvre artistique.
La mimique étant accentuée, agrandie, délivrée des gestes étroits, gestes de tous les jours, l'expression des sentiments découlerait d'une observation, mais tendrait surtout vers une abstraction et une personnalisation du geste. Néanmoins, l'expression s'effectuant dans le cadre de l'art dramatique et donc dans une relation dialogique entre performeur et spectateur, cette transposition corporelle doit être compréhensible. L'expression des sentiments recourt alors à des exercices de relaxation. Je cite « État de repos absolu, tous les muscles entièrement décontractés, sans penser à rien. Il se produit ensuite comme une renaissance de l'être qui se sent libéré des contraintes habituelles et prêt à exprimer plus franchement ce qu'il sent. » L'expression des sentiments repose aussi sur une éducation de la musculation faciale qui, chez l'enfant, consiste en exercice de grimace. Le moyen de l'expression des sentiments est surtout corporel. Aussi, pour les élèves éducateurs de Chancerelle, le masque devient un outil pour faire comprendre à l'enfant que c'est son corps qui doit s'exprimer et pour l'empêcher de faire des grimaces ou d'être intimidé. Sous le masque et par des attitudes corporelles, il s'agit par exemple d'exprimer ce que suggèrent certains mots. Le PJD s'inscrit alors avec le travail du masque dans la continuité des expérimentations menées chez Jacques Copeau par le mime corporel Étienne Decroux, qui plus tard, dans les années 70, deviendra un des modèles de l'expression corporelle. Je passe sur les activités collectives qui s'éloignent de l'EPJD pour entrer davantage dans le jeu théâtral, mais où il serait possible néanmoins d'appréhender des résultats de l'EPJD. Il est peut-être intéressant d'y constater que l'économie du geste n'y est pas du tout recherchée. Je cite « Il faudrait que l'enfant se dépense autant dans un geste ou une parole qu'en pleine partie de football lorsqu'il exécute un shoot pour faire gagner son camp. » Je passe également sur la mise en œuvre. Les différentes strates de l'EPJD avaient pour but de mettre les enfants dans une ambiance de création dramatique, c'est-à-dire dans une activité de l'esprit fait de réceptivité, d'habitude d'observer, de juger, d'imaginer. La mise en œuvre consiste autrement lors de petites improvisations, à orienter et à pousser le travail vers la création d'une œuvre dramatique composée. La scénarisation de l'EPJD repose alors sur des fictions susceptibles de développement dramatique. D'une part, des fictions inventées. Je cite « Chaque éducateur inventera facilement des fictions et des personnages destinés à dramatiser les divers éléments de la leçon type d'hébertisme. » D'autre part, des histoires préexistantes, contes, légendes, anecdotes, fables, faits historiques précis, paraboles, miracles, incidents de la vie des hommes illustres ou des saints. Des compositions comprenant un enchaînement de faits et une fin déterminée. Plus à ce stade de jeu spontané et libre, mais de la composition dramatique mise en scène par un adulte qui se charge de la dramaturgie, de la scénographie, des costumes, des accessoires, de la régie. Alors pour conclure brièvement, s'il me reste 1 ou 2 minutes, l'art dramatique étant pour Chancerelle action en mouvement, il nécessitait une éducation physique, mentale et spirituelle pour l'émergence d'un corps poétique, ou du moins susceptible d'incarner une œuvre de l'esprit. Et cela en situation dialogique et spectaculaire. Chancerelle n'invente pas quelque chose de toute pièce, il opère dans le milieu du scoutisme la fertilisation croisée de 2 traditions, la tradition théâtrale véhiculée par Jacques Copeau et la tradition de l'éducation physique véhiculée par Georges Hébert. Il ne se contente pas de placer l'hébertisme à la base d'une démarche de création, mais fait en sorte qu'hébertisme et dramaturgie s'interpénètrent pour engendrer quelque chose d'autre, une éducation physique par le jeu dramatique. Dans la triangulation théâtre, éducation physique et scoutisme, Chancerelle se place en rupture vis-à-vis de l'enseignement traditionnel du théâtre en France, qui repose alors sur la littérature. On connaît tous l'idée que le mauvais théâtre est de la littérature en costume. Chancerelle innove en substituant une éducation théâtrale par le corps à une éducation théâtrale basée sur la psychologie du personnage. En cela, son corporocentrisme rejoint le cas de l'école russe, notamment de Konstantin Stanislavski, qui lui aussi, dans les années 30, a substitué la lignée des actions physiques à la lignée psychologique. L'influence pédagogique de Stanislavski sur Chancerelle n'aurait rien d'étonnant, dans la mesure où, en 1934, Chancerelle avait traduit avec Nina Gurfinkel l'ouvrage de Stanislavski intitulé « Ma vie dans l'art ». Chancerelle fera aussi tradition, puisqu'en 1957, il créera l'association
du théâtre pour l'enfance et la jeunesse, avec laquelle il fait toujours figure pionnière, notamment auprès de l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale, créée, elle, en 1983, et toujours très active dans les milieux de l'éducation scolaire pour le théâtre. Merci Pierre. Alors là, on a pris davantage de recul, peut-être même un recul qui questionne, j'espère. Olivier. Oui, alors j'ai deux questions. La première, s'agissant du triangle théâtre, éducation physique, scoutisme, quid de l'appropriation, des traces, de l'imprégnation de ce que vous avez évoqué dans le cadre de l'éducation physique scolaire? C'est-à-dire, est-ce qu'on retrouve, je pense au courant de l'expression corporelle de Pujadt-Renaud, je pense à l'introduction des activités artistiques dans la programmation des APS. Si on sort du cadre de l'EPS, il y a l'enseignement artistique en collège et en lycée. Est-ce qu'on retrouve ça quelque part? Quand et comment? Alors je sais que c'est une question un peu difficile, mais je veux dire, si les étudiants doivent faire des ponts avec les copies d'écriens, c'est à mon avis par ce biais-là qu'éventuellement on pourrait mobiliser l'apport. Et la deuxième, alors ça renvoie à mon passé de formateur en formation BAFAB et FD, directeur de colonie de vacances pendant 20 ans. Est-ce que les jeux scéniques, les jeux dramatiques, c'est ce qu'on retrouvait dans justement la formation, les formations BAFA et BFD, et puis les temps d'animation des colonies de vacances? Est-ce que c'est la même filiation? Est-ce que c'est la même chose? Parce que je me souviens avoir animé, organisé des jeux scéniques, des jeux dramatiques, sans savoir que, j'allais dire, je m'imprégnais, ou en tout cas on s'imprégnait de ce courant artistique-là. C'est effectivement deux questions difficiles. La première... J'en suis confus. Non, mais... la première parce qu'il faudrait être à la fois spécialiste de l'éducation physique, du théâtre et du scoutisme pour pouvoir y répondre. C'est déjà difficile, quand on vous entend d'être historien de l'éducation physique. Moi, je ne suis pas historien de l'éducation physique, ni du sport. Et ça fait peu de temps que je suis passé à l'histoire du théâtre, en fait. S'il y a, par rapport à l'histoire des programmes, un point qui me semble explicite, c'est que le courant de l'expression corporelle qui va être développé par Claude Pujadt-Renaud, le grec de Toulouse, etc., à mon avis, s'inscrit tout à fait dans cette continuité et en fait innove très peu par rapport à ce qui s'était fait avant au point de vue technologique. Ce qui va changer, c'est peut-être la dimension idéologique, la mystique chrétienne de Chancerelle et de beaucoup de réformateurs du théâtre du 1er XXe siècle qui va passer à la trappe. L'influence de Chancerelle, elle va être multiple dans ce qui va être le théâtre de création, le théâtre d'art, on va dire. Elle va être évacuée au milieu des années 60. Un autre modèle épistémologique se met en place sous l'influence polonaise, russe, danoise. Je pense à Jerzy Grotowski, par exemple, Eugenio Barba, évidemment Peter Brook en France, ce qui fait que pour la création, ce sera un mouvement qui sera tout à fait dépassé. Pour le champ de l'éducation, c'est toujours une référence, Chancerelle, notamment par le biais de l'Association nationale de recherche et d'action théâtrale, qui est toujours active. Sur quelles sont les traces des... Si je m'intéresse à l'histoire de l'hébertisme, mais qui n'est pas forcément l'histoire de l'éducation physique scolaire, puisque l'histoire de l'hébertisme va se développer dans d'autres endroits aussi.
Clairement, des leçons par le milieu hébertiste, et on en a des traces dans la revue L'éducation physique. Dès les années 30, on a des leçons d'éducation physique dramaturgisées à la manière de Chancerelle, avec les livres de la jungle. Donc ça, je pense que ça doit répondre à une partie de la question. Quid des colonies de vacances? Vous savez pas, c'est parce que ça m'a fait penser à ce qui se pratiquait et que moi j'ai lu quand j'ai bossé sur l'histoire de l'UFCV, il y avait ça, quoi. Il y avait ça dans les contenus de formation et dans les activités qui étaient proposées, et le nom même était identique. On parlait de jeu scénique, jeu dramatique. Donc voilà, je voulais savoir s'il y avait... Certainement, il y a une filiation, mais après, je me suis pas intéressé. D'autres questions? Alors moi, en t'écoutant, Pierre, ça m'a replongé dans les archives des Socols, et notamment ces grandes fêtes annuelles, les Slettes. Et à l'issue de ces Slettes, il y avait toujours une grande scène, une mise en forme théâtrale, une dramaturgie idéologiquement très forte. C'était l'opposition effectivement à la Prusse. Peut-être que là, par l'intermédiaire d'Augustin Ossénazek, dont on sait qu'il a été un vecteur de diffusion de la méthode naturelle en Tchécoslovaquie, peut-être que là, il y aurait éventuellement une piste d'investigation à creuser, d'autant plus qu'on voit, à partir de ton exposé, que c'est pas franco-français, quoi. C'est vraiment international, quoi. Donc je ne sais pas si éventuellement tu as 2-3 idées par rapport à ça. Donc Chancerelle monte la Compagnie des comédiens routiers en 1928. Les comédiens routiers vont faire des tournées nationales et internationales dans les grands regroupements scouts. Donc alors j'ai pas fait une liste des fêtes, mais dans l'ouvrage de Marilyn Romain, tu as une liste de toutes les tournées de Chancerelle. Alors je ne sais pas s'ils étaient au grand rassemblement Sokol de je ne sais plus quelle année. Mais ça commence en 1926. Les principaux slettes commencent en 1926 et ça dure jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Ce ne serait pas étonnant que les comédiens routiers y soient passés. Ouais. D'accord. L'idéal du théâtre scout, Chancerelle, c'est l'inventeur du théâtre scout en fait. L'idéal du théâtre scout, c'est de renouer avec la représentation autour du feu, quoi. On a un exemple ici de scénographie. On passe. Voilà. Enfin, je ne sais pas si ça répond à ta question non plus, mais je peux y réfléchir et on peut rediscuter de ça plus tard. Ok, je me tourne vers Dorian et Étienne. On est dans les temps.